Donc là, ensemble, on va se construire un mini blog en Ruby on Rails, d'accord? Donc pour ça, je vais me placer dans mon répertoire de travail. Donc pour ça, je vais me placer dans mon répertoire de travail et je vais générer un nouveau projet en Ruby on Rails. Donc moi, je vais faire ça avec la base de données PostgreSQL. Donc Rails new Postgres. Donc là, vous allez voir que pour faire un projet en Ruby on Rails en PostgreSQL, il faut le spécifier lors de la création d'application, d'accord? Ici, vous voyez, pour créer une application Ruby on Rails configurée pour Postgres, vous devez runner cette commande. Donc ici, vous voyez bien, Rails new my app database est égal PostgreSQL. Donc, moi, je vais me créer une application que je vais appeler, allez, soyons fous, appelons-la block test. Et pour elle, je vais spécifier une base de données en PostgreSQL. Donc vous, si vous êtes sur SQLite 3, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je préfère travailler sur PostgreSQL. Ça va rien changer fondamentalement. Donc là, vous voyez, j'ai tapé la commande raise new block test. Donc là, ça a créé un dossier block test. Et à l'intérieur, c'est en train de créer les fichiers suivants. Donc ça, on l'a déjà vu hier, donc on va pas le revoir maintenant, mais voilà. Il y a tous les fichiers qui ont été créés, fichiers et dossiers d'ailleurs, fichiers de configuration, dossier de contrôleur, de vue, de modèle, etc. Et là, il y a des gemmes qui sont installées par défaut dans notre projet Ruby on Rails. Donc là, ça installe simplement les dépendances. Donc là, vous voyez, ça a lancé la commande bundle install qu'on a l'habitude de lancer. Donc là, une fois que mon projet est créé, je peux me rendre au sein de mon projet block test. Donc, dans block test, j'ai bien un gem file, un dossier app, un dossier DB, etc., etc., etc. Donc moi, je vais simplement ouvrir block test dans Atom. Ah, c'est pas comme ça que je voulais le faire. Donc je vais simplement ouvrir block test dans Atom. Juste mettre mes fenêtres côte à côte. Ça va être plus simple pour la compréhension du cours. Voilà. Donc là, je vais lancer un coup de raise S pour lancer mon serveur. Alors visiblement, j'ai déjà un serveur lancé. Je ne peux pas en lancer un deuxième sur le port 3000. Donc là, je lance un coup de raise S. Et là, on va me demander de créer ma base de données. Ah non, même pas. Donc voilà, là ça me dit Yay, you're on Rails. Donc ça veut dire que mon projet il a bien été installé et que j'ai bien lancé mon serveur. D'accord? Donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va se créer un contrôleur. Un contrôleur qu'on va appeler Home. D'accord? Donc ça, on va le faire dans le dossier controllers, pardon. Et on va créer un fichier qui s'appelle home underscore controller.rb. Donc, en Ruby on Rails, habituellement, les contrôleurs, ils sont au pluriel. Là, c'est l'exception, puisque c'est la home, d'accord? Donc, là, on va appeler, on va créer la classe home controller qui va hériter de application controller, d'accord? Donc, application controller, si vous avez généré la commande via Rails generate controller, c'est le contrôleur dont aurait hérité notre contrôleur par défaut. Donc ça, normalement, c'est le contrôleur dont tous nos contrôleurs vont hériter. D'accord? Donc ici, dans Home Controller, nous, on veut générer un index. D'accord? L'index de notre projet. Comment est-ce que je vais appeler l'action dans mon contrôleur là? L'action de mon contrôleur Home, je vais l'appeler comment? Exactement. Donc, une action, ce n'est rien d'autre qu'une méthode. D'accord? Donc là, j'ai créé mon action index. Donc, on a un contrôleur
et on a une vue qui lui est associée. À votre avis, où va être placée la vue du contrôleur index? Du contrôleur home action index. Pardon? C'est ça, dans le dossier views. Donc dans le dossier views, je vais créer un dossier home. Et là, je vais créer mon fichier index.html.erb. Exactement. Ici, je vais écrire index. Ça suffit ce que je viens de faire ou pas? Pour que ça s'affiche sur ma page d'accueil? Non. Non, en effet. Il faut créer la route. Exactement, donc il faut définir la route par défaut. Donc la route par défaut, elle se définit via route. Et entre côtes, on va placer le contrôleur à gauche et l'action à droite. D'accord? Donc cette syntaxe-là, elle est propre à la page d'accueil. On verra par la suite comment est-ce qu'on fait pour les ressources comme les posts, etc. et tout. Mais ça, c'est comme ça qu'on fait pour la page d'accueil. Ça, encore une fois, vous pouvez le voir depuis la documentation de Ruby on Rails. Donc pour le voir, il suffit que vous tapiez Rails route. D'accord? Donc ici, vous avez toute la documentation. Donc la racine de la page, c'est route. D'accord? Donc vous avez toutes les informations ici. Donc you can specify what Rails should route route to with the route method. Ok? Donc c'est écrit ici. Vous avez deux méthodes pour le faire. J'ai pris la plus courte. Donc là, je vais actualiser l'index de mon projet Ruby on Rails et j'ai bien la vue index.html.erb qui a été créé et qui est appelé sur la page d'accueil de mon projet. On est OK là-dessus? Voilà. Donc, on va voir que le contrôleur, il va nous servir à passer des méthodes, enfin des variables globales à notre vue. Mais ça, on va le voir par le site, d'accord? Donc là, ce que nous, on est en train de faire, c'est un blog. Donc, qu'est-ce qu'on a sur un blog? Exactement, on a des posts. Donc, on va générer des posts. Donc là, j'ouvre simplement un nouvel onglet. Donc là, je vais générer un modèle post, d'accord? Donc, raise generate post. Mes posts, ils vont prendre quoi comme élément? Un title, exactement. C'est ça. Donc pour l'instant, on va se restreindre à title et content. Donc là, title, c'est un champ de type string. Donc lui indiquer le type, c'est optionnel. Mais je vais le mettre pour la bonne compréhension de tous. Donc content, lui par contre, c'est du long texte. Et en Ruby on Rails, c'est un champ de type texte. D'accord? Donc là, on va générer un modèle, pardon, j'ai oublié de mettre le mot-clé. Donc là, on génère un modèle post avec un titre et un content, d'accord? Donc cette commande, elle va générer quoi? Elle va générer un modèle et un fichier de migration, d'accord? Un fichier de migration qui va nous permettre de créer la table et les colonnes correspondantes en base de données. Vous voyez? Donc ici, j'ai bien créé un post, j'ai bien créé un modèle post, et là vous voyez, j'ai les tests unitaires qui ont été générés. Les tests unitaires, on ne va pas les faire. Vous pouvez les regarder dans la documentation comment skipper la génération des tests depuis le générateur, mais là j'ai laissé, d'accord? Donc là les deux fichiers qui nous intéressent, nous, c'est vraiment le fichier de migration et le modèle post, d'accord? Donc là on va se rendre dans le fichier de migration. Je vais simplement taper migrate create post. Donc voilà, là je suis dessus. Donc mon fichier de migration, qu'est-ce qu'il fait? Ici, on voit à l'intérieur de DevChange, qui va être appelé lors de la génération de la migration, on voit que on crée une table post avec les champs title et content. D'accord? Comme on se l'est dit hier, l'ID, la date de création et la date de mise à jour, ça se fait automatiquement. D'accord? C'est directement créé. Donc, pas besoin de le spécifier dans le fichier de migration. Donc là, pour que cette migration soit effective, quelle commande est-ce que je dois taper? Exactement. Donc, raise db migrate. Donc là, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que la base de données block test development n'existe pas. D'ailleurs, j'ai mal nommé mon projet là. J'aurais dû l'appeler blog underscore test. D'accord? Là, je l'ai appelé en camel case. Je sais pas pourquoi est-ce que j'ai fait ça.
mais j'aurais dû l'appeler underscore test. C'est pas grave, ça va pas casser le projet. Donc là, on nous demande de créer une base de données puisqu'elle n'est pas créée. Donc pour ça, rien de plus simple. Comme on l'avait vu précédemment, lors de la génération du projet Raise, il y a le fichier database.yaml qui va configurer notre base de données. D'accord? Donc ici, on voit que notre base de données va s'appeler bloc test, développement, etc., etc. Donc là, pour créer cette base de données, je vais devoir faire un Raise DB create. Donc ça, c'est une commande que je vais devoir taper une seule fois, donc pour créer ma base de données de développement et de test. Une fois que c'est fait, je peux runner ma commande Raise DB migrate. Non, je l'avais pas créé. Je l'avais pas fait tout à l'heure. Avec PostgreSQL, là. Non, là j'ai juste généré un projet avec un fichier de configuration fait pour PostgreSQL, d'accord? Avec la gemme PostgreSQL, mais j'ai pas créé ma base de données. Donc voilà, là la migration pour Post, elle a été faite. Ok? Donc maintenant que j'ai un modèle, moi je vais vouloir afficher ces postes, pouvoir en ajouter, etc. D'accord? Donc ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais me générer un contrôleur. D'accord? Donc là, je suis en train de vous montrer ce que vous aurez pu faire via la commande scaffold. D'accord? Encore une fois, la commande scaffold, elle permet de le faire simplement. Donc moi là, je vais générer un contrôleur pour mes postes. D'accord? Donc pour ça, je vais simplement enregistrer sous mon home controller sous le nom de post controller. Donc là, j'ai toujours mon fichier home controller, j'ai mon fichier post controller à côté. Et je vais simplement renommer post controller, home controller, pardon, en post controller. Vous savez quoi? Ça va être trop long si on se le fait comme ça. Donc je vais supprimer post controller. Et plutôt que de faire un... Là, je vais faire un RaceDB rollback. Faites pas attention à ce que je fais là. On va recommencer à partir de la génération du modèle, sinon ça va être long. D'accord? Donc là, je vais rollback ma migration. Je vais supprimer le modèle que j'avais créé. Donc pour annuler la génération, je remplace generate par destroy. Et là, plutôt que de se faire un raise generate model, on va se faire un scaffold, d'accord? Donc là, je vais faire un generate scaffold de poste. Voilà. Donc là, en faisant le scaffold, c'est comme la dernière fois, hein. On récupère le modèle, les postes, les vues, etc. Donc là, on récupère tout. Donc là, suite à ça, qu'est-ce que je fais? Comme j'ai fait en fait, là, j'ai fait un rollback. Donc quand je fais un rollback, ce que je fais, c'est que j'annule la dernière migration. Donc, quand vous avez besoin de supprimer une migration, faites toujours le rollback, d'accord? Si vous avez rené la migration, faites toujours le rollback avant de le supprimer, sinon vous allez péter votre projet, ok? Alors, le raise destroy model post title string content text, en fait, ce qu'il a fait, c'est que il a détruit le même modèle que j'avais généré, d'accord? Avec la même commande, à l'exception de generate que j'ai transformé en destroy. Ok, donc tout ça oublié. Là, on repart du scaffold. Donc là, j'ai généré un scaffold pour un post qui a un content et un title. D'accord? Donc là, j'ai récupéré mon fichier de migration. Je vais à nouveau faire un RaceDB migrate. Migrate. Ok? Donc là, ma migration, elle a été faite. Et là, vous voyez, j'ai bien un post contrôleur qui a été généré avec toutes mes actions par défaut. J'ai bien les vues qui ont été générées. Donc j'ai bien une vue pour mes postes, etc. etc. D'accord? Donc là, moi, ce que je vais faire plutôt, c'est que plutôt que de définir la route de mon projet comme étant home index, je vais préférer utiliser post index. Donc là, je vais supprimer mon home controller.rb et ma view pour home aussi. D'accord? Donc voilà. Là, j'ai défini la racine de mon projet comme étant l'index des postes. D'accord? Donc comme j'ai fait un scaffold, là si je clique sur New Post, j'ai mon formulaire, etc. Tout ça, vous l'avez au sein de votre projet, d'accord? Donc l'index, c'était index.html.erb. Donc là, vous voyez ici, ce que ça fait, c'est que, bon, il y a mon notice qui s'affiche. Ici, on prend
tous les posts qui sont passés depuis le contrôleur, on itère dessus, donc on boucle dessus, on affiche le titre, le contenu, un lien vers le show, et un lien vers l'édition, d'accord? Vous allez voir en Ruby on Rails, et ça on le reverra par la suite, que pour faire des liens, plutôt qu'utiliser la balise A, donc le tag A, on a la méthode, on a le helper, pardon. Donc le helper, c'est une méthode qu'on peut utiliser dans une vue, link to, d'accord? Donc le premier paramètre de link to, c'est le texte qui va s'afficher, et en deuxième paramètre, on a le lien, d'accord? Donc le lien, ici c'est post, parce que je peux aussi passer une variable directement à mon link to, d'accord? Donc ici, il prend l'objet post, donc il va rediriger vers le show du post. C'est clair ça ou pas? Ok. Donc là, ici, vous voyez, j'ai un chemin qui s'appelle edit post pass, pardon. Ça sort d'où ça? Ça sort simplement. Ok. Donc là, vous voyez, si je tape n'importe quoi ici, je vais avoir mon fichier de route, d'accord? Donc ici, j'ai bien edit post pass qui redirige vers l'URL suivante, d'accord? Donc ici, l'URL, ça va être post slash un ID slash edit, d'accord? Et là, vous voyez, on a le contrôleur et l'action. Donc là, le contrôleur, c'est post et l'action, c'est edit, d'accord? Donc là, vous avez le helper, le nom du helper, d'accord? Dans cette colonne-là. Ensuite, vous avez le verbe HTTP. Donc vous avez get, post, patch, put, delete. Vous avez le pass, d'accord? Donc l'URL. Et là, vous avez le contrôleur et l'action vers lequel le helper est redirigé. Ok? Donc ça, vous l'avez sur Rails Info Route. Je me rappelle jamais de l'URL, mais c'est... il me semble que voilà, c'est ça. C'est Rails /info /route. Ok? Donc ici, vous avez les informations sur toutes vos routes. Donc là, j'ai tout ça qui a été généré. Donc là, je vais repartir sur la racine de mon projet. C'est très bien. J'ai un title, un content, etc. J'ai mes différents contrôleurs qui ont été faits. Ici, on va pouvoir regarder mon contrôleur de poste. Donc mon contrôleur de poste. Ici, vous voyez, dans mon index, j'ai addPost est égal post.all. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une variable qui est précédée par une variable arrobase, une variable globale, exactement. Et ça, c'est ce qui me permet de récupérer cette variable dans la vue. Si elle n'avait pas eu d'arrobase avant son nom, cette variable n'aurait pas été globale, d'accord? Elle aurait été propre au scope de la méthode index. Elle n'aurait pas été récupérable ailleurs. Ok, ça va pour vous ça? Ouais. Donc là, si on retourne sur post index.html.erb, on peut voir que ici, on a ma variable addPost, d'accord? Et ici, on fait un point each. C'est quoi each? Exactement. Donc ici, pour chacun des postes, on va retrouver sa valeur au sein de la variable post. Donc là, quand on itère, on va retrouver le poste 0, puis le poste 1, puis le poste 2, puis le poste 3, etc. Ici, via post.title, je récupère le title du poste. Et ici, via post.content, je récupère le content du poste. D'accord? Donc vous voyez ici, il y a une petite subtilité. Ici, j'ai chevron %, et ici, j'ai chevron % égal. Pourquoi? Donc dans les deux cas, en fait, on veut exécuter du code. Simplement, la boucle ici, c'est une méthode. On ne cherche pas à l'afficher. Ici, on a égal parce que c'est du contenu qu'on veut afficher, d'accord? Ça marche? Donc ici, j'ai le début de ma boucle. On voit bien le mot-clé do. Et ici, j'ai le mot-clé end, d'accord? Donc on termine la boucle ici avec le mot-clé end. Et il se passerait quoi si on mettait dans notre méthode, si on mettait un égal? Ici, là? Ouais. Alors, on a un comportement assez bizarre. Je vais te montrer ça. Tu vois? T'as ça qui s'affiche. Voilà, mais ça ne casse pas en tout cas. Donc maintenant, ce qu'on va se faire, c'est quoi? Ce qu'on va se faire, c'est que c'est bien, on a des postes, etc. D'ailleurs, on va en créer un pour montrer que ça fonctionne bien. Donc on clique sur nos postes. Ici, je vais mettre titre de mon poste. Et ici, contenu de mon poste. D'accord? Je crée le poste. Donc là, j'ai bien... Donc là, vous voyez, on est sur l'action show. Donc encore une fois, l'action show, elle va rediriger vers un seul objet. D'accord? Donc l'action show, elle prend un ID. Donc c'est vraiment propre à un objet. D'accord? Donc là, c'est l'objet, c'est le poste dont l'ID est 1. Ok?
Donc là, on va cliquer sur Back pour revenir sur l'index des postes. Ici, j'ai bien la liste de mes postes, d'accord? Je vais en créer un deuxième pour que vous voyez bien qu'on les affiche tous ici. Donc, deuxième poste. En dessous, contenu de mon deuxième poste. Donc là, la particularité du poste que je suis en train de créer, c'est qu'il a 0 faute d'orthographe, d'accord? Donc là, on crée le poste. Et vous pouvez le voir, on a bien le premier poste ici et le deuxième poste, d'accord? On a l'édition, on a le destroy, etc., etc. Donc maintenant, ce qu'on veut faire, c'est quoi? C'est qu'on veut attitrer ce poste à un user. Donc comment est-ce qu'on a créé des users hier? Quel gemme on a utilisé pour authentifier un utilisateur? Device, c'est ça. Donc là, on va s'installer Device. Mince. C'est autre chose. Donc, la gemme Device, hein, moi je sais où est-ce que ça commence, donc je descends. Mais sinon, vous avez le tutoriel qui vous l'explique de manière plus condensée. Donc là, vous voyez que Device 4.0 fonctionne avec Rails 4.1 et les versions supérieures. Donc là, on nous dit quoi? On nous dit ajouter la ligne suivante à votre gem file. Donc encore une fois, le gem file, c'est le fichier qui va gérer vos gemmes, d'accord? Donc vos bundles, vos packages, vos add-ons, appelez ça comme vous voulez, d'accord? Mais ça s'appelle des gemmes. Donc ici, on va rajouter la gemme device, ok? Donc là, vous pouvez voir que j'ai des gemmes ici. Ensuite, ici, j'ai des groupes développement test et ici des groupes développement. Encore une fois, on a 3 environnements sur une application Ruby on Rails. En tout cas, 3 par défaut. On a l'environnement de production, l'environnement de développement et l'environnement de test. Là, actuellement, on travaille sur l'environnement de développement, d'accord? Quand le site sera en ligne, on sera dans l'environnement de production. Device, c'est une gemme qui est inhérente à ces 3 environnements, d'accord? Je veux aussi bien l'avoir en développement qu'en production. Ici, vous pouvez voir que ce que j'ai en développement et test, c'est ByBug par exemple qui me permet de gérer mes erreurs. Ce n'est pas des choses qu'on veut voir sur l'application web. Ok? Donc là, je vais rajouter ma gem device. Qu'est-ce que je fais lorsque je modifie mon fichier gemfile? Je fais un bundle install, exactement. Donc là, je fais un bundle install. Mon installation s'est bien déroulée. Donc là, j'ai ma gemme qui est installée. Donc maintenant, ce qu'on nous dit, c'est que on a besoin de générer l'installation via cette commande. Donc je la copie tout simplement. Je la colle. Et là, ça m'a généré une installation. Donc là, ça a créé les fichiers initializer device.rb. Donc c'est un peu le fichier de configuration de Ruby. Donc les fichiers initializer, ils sont on va lancés au démarrage de votre application. D'accord? Donc là, c'est les fichiers de configuration qui sont propres à Ruby. Je vous laisserai le regarder, mais par exemple, voilà, vous avez quelques informations ici, ok? Dans un usage plus avancé, vous pourrez le modifier. Donc, ici, voilà, quelques réglages que vous pouvez faire manuellement si vous ne l'avez pas encore fait. D'accord? Donc ici, on nous demande d'être sûr d'avoir défini l'URL pour notre environnement de développement. D'accord? Donc, ça, c'est par rapport au mailer. C'est pas l'objet du tutoriel qu'on est en train de se faire. Donc là, on va simplement le copier dans développement.rb. Ici, on nous dit d'être sûr d'avoir défini une URL de route, une URL racine pour notre projet, chose qu'on a faite, d'accord? Nous, on a défini ça comme étant le contrôleur post avec l'action index. Ici, on nous demande d'avoir bien mis les flash messages dans application.html.rb. Encore une fois, application.html.rb qui correspond à notre layout, d'accord? Et voilà. Donc ici, ce que ça nous dit, c'est quoi? C'est que on peut copier les vues de device pour une customisation à notre application en lançant la commande suivante, d'accord? Donc raise j device views. En fait, device, c'est une gemme qui a été faite pour vous faciliter la création d'une application authentifiable assez rapidement, d'accord? Donc par défaut, ces vues-là, elles sont propres à la gemme. Vous n'y avez pas accès. Mais pour pouvoir y accéder, pour pouvoir les modifier, vous pouvez générer la commande suivante qui va vous les copier dans votre fichier, enfin dans votre application, pardon. Donc nous, on va l'utiliser parce qu'on va vouloir customiser ça. Et là, vous voyez, on a les vues device
qui ont été mises dans notre projet. Donc tout ça, on l'a fait. Voilà. Donc maintenant, on peut en venir ici. Donc ici, on va générer une installation de device pour un modèle précis. Donc cette méthode-là, c'est écrit plus haut. Si on n'a pas de modèle du nom du modèle qui est ici, ça va en créer un, d'accord? Donc ça va nous créer une table en base de données, etc. Si c'est le cas, ça va simplement s'ajouter à la table, d'accord? Donc nous, on va le faire pour user. On n'a pas encore créé la table user. Donc la migration device va s'en charger pour nous. Donc là, raise generate device user. Voyons ce que ça installe. Donc ça crée un fichier de migration. Donc migrate device create users, d'accord? Donc avec un email, un password, etc. Ensuite, on a bien un modèle user qui a été créé. D'accord? Et après, c'est des tests unitaires. Donc, on s'en fout un peu. En revanche, ici, on voit qu'on a quelque chose qui a été ajouté à notre fichier de route. Donc, on va aller sur route.rb et on a bien device for users. D'accord? Donc là, c'est les vues de device qui ont été mises dans notre fichier de routing. Donc là, je peux relancer mon application. On me dit undefined method device for. Ça veut simplement dire qu'il faut que je kill mon serveur et que je le relance, puisque mon application n'a pas vu le fichier d'initialisation qui s'est créé après le lancement du serveur. D'accord? Donc là, je réactualise ma page et on me dit que des migrations sont en attente et que pour résoudre ce problème, il faut simplement que je lance un coup de raise db migrate. Donc là, je rekill mon serveur, raise db migrate. Donc voilà, la migration de device est faite. Je peux relancer mon serveur. Quoique j'aurais pu faire la migration dans un onglet externe, d'accord? Tout en laissant mon serveur actif. Donc là, si je me rends sur ma page, j'ai bien mon poste, etc., etc. Donc, moi, ce que j'aimerais faire, comme on l'a dit, c'est associer mes posts à un user. D'accord? Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je rajoute la colonne user ID sur mes posts. On est d'accord? Oui? Donc c'est pas le cas. Là, si je vérifie sur mon schéma, ma table post, elle est telle que je l'avais créée, d'accord? Avec un title et un content. Donc là, on va se rajouter le user ID sur notre table post. Donc pour ça, je vais killer mon serveur et je vais régénérer une migration. D'accord? Donc la migration que je vais créer, elle va s'appeler add user ID to post avec un S. D'accord? Donc là, c'est très explicite. Et ici, je vais spécifier. Donc là, il a compris que on allait l'ajouter dans post, mais moi, je vais vouloir spécifier la colonne qu'on veut ajouter et son type. D'accord? Donc nous, ça va être un user ID. Donc je pourrais taper user ID integer, sauf que là, je vais utiliser ce qu'on appelle le référence. Et là, ça va me créer un integer, d'accord? Alors, est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? C'est la bonne pratique, donc je vais le faire. Donc, c'est ça. Donc ça va donner l'ID tout seul. Exactement. Donc là, regardez, je vais générer ma migration. Quoi? Ah oui, mince. J'ai oublié de mettre raise. J'ai oublié de mettre migration. Donc vous verrez, quelquefois je mets G, quelquefois je mets generate. C'est le même mot, d'accord? G, c'est le raccourci. Donc là, ça a créé une migration qui s'appelle add user ID to post. Ok? Donc ici, vous voyez add référence post user foreign key true. D'accord? Donc en vérité, là, ça va créer un integer, un big int, donc un gros integer en base de données sur la table post. D'accord? Donc là, je sais que ma migration, elle est ok. Donc je vais faire un raise db migrate. Donc là, c'est bon. Là, je vais aller vérifier mon schéma. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai bien l'integer user ID à ma table post. D'accord? Vous le voyez là? Donc ça, c'est grâce à deux points référence. J'aurais pu mettre deux points begint, mais voilà. En mettant référence, ça crée la foreign key aussi, donc c'est mieux pour la base de données. D'accord? Ça simplifie la génération de la foreign key sur la base de données. Jao, ça va? Donc là, on a bien le user ID
sur notre poste. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu un petit peu les bases de données ou pas? Vous les avez vues? D'accord. Donc, vous connaissez la relation telle table à plusieurs tables, à plusieurs occurrences d'une table, d'accord? As many, exactement. Donc là, je vais vous montrer comment est-ce que ça se fait en Ruby on Rails. Donc là, on va aller dans le modèle user. Donc, qu'est-ce qu'il a le user? Il a quoi? Qu'est-ce qu'il a as many? Il a plusieurs postes. Exactement. Donc là, regardez, sur le modèle, je vais simplement spécifier. Lancelot, tu devrais rester. Oui, mais je dois y aller. Ok, ça marche. Donc, ici, vous avez... Ah, ici, j'ajoute simplement la ligne as many posts. D'accord? Donc là, Ruby on Rails va comprendre que mon user, il a plusieurs postes. Dans le modèle post, je vais simplement rajouter la ligne belongs to post. D'accord? Donc ça, je vais vous montrer ce que ça permet par la suite. D'accord? Donc là, mon application Ruby on Rails, elle comprend que mon user a plusieurs postes et que mon poste appartient à un user. Ça va pour vous jusqu'à maintenant? Ok. Donc, maintenant, moi, ce que je vais vouloir faire, c'est quoi? Je vais vouloir restreindre l'utilisation de mon application au user authentifié. Alors, ici, vous voyez, j'ai un helper qui s'appelle Authenticate User. D'accord? Donc, les before action, c'est une méthode qu'on peut mettre dans nos contrôleurs. Donc là, moi, pour que ce soit le cas sur l'ensemble, je peux soit le mettre dans mon application contrôleur.rb, d'accord? Donc si je le mets ici, tous les contrôleurs qui héritent de l'application contrôleur.rb, ils lanceront Authenticate User. Mais vous savez quoi? Moi, je veux simplement le mettre pour mes post contrôleurs et uniquement pour, comme là-haut, pour le... Non, uniquement pour new, create, update, edit et destroy. D'accord? Donc, si je me rends sur une de ces 5 actions, je veux automatiquement qu'on demande l'authentification de mon utilisateur. D'accord? Ça va pour vous les before action ou pas? Ouais. Vous avez compris ce que ça voulait dire? Et s'il est déjà connecté, ça va pas nous demander? Pardon? S'il est déjà connecté dans... S'il est déjà connecté, la méthode Authenticate User ne va pas lui redemander une deuxième fois, c'est ça. Mais ici, en fait, grâce à cette méthode, on s'assure que le user est bel et bien authentifié. Ok? Donc là, on va voir le résultat. Donc, je me rends sur mon app Ruby on Rails, pour laquelle il faut que je lance le serveur. Donc voilà, ma page d'accueil elle fonctionne correctement. En revanche, si je veux créer un nouveau poste, on me demande automatiquement de me connecter. Donc vous voyez ici, ça me dit You need to sign in or sign up before continuing. Ok. Alors là, je vais me créer un compte avant de me connecter, puisque là, je suis sur le login. Là, je vais me créer un compte. Voilà, donc là, on me dit Welcome, vous vous êtes connecté, vous êtes inscrit avec succès. D'accord? Donc maintenant, je peux créer un poste. Le problème, c'est quoi? C'est que moi, j'ai dit que quand on crée un poste, je voulais qu'il soit associé à l'utilisateur qui est connecté. D'accord? Donc, comment est-ce que depuis Devise, on accède à l'utilisateur courant, celui qui est connecté? Là, ici, voilà, vous avez un helper qui s'appelle current user. Donc, là, on est dans l'index de poste. On va se faire un exit ici. Donc là, je vais me mettre à la racine. Là, j'ai mon exit qui est lancé. Donc là, c'est simplement pour avoir la console en bas, pour que vous voyez à quoi j'ai accès quand je tape current_user. Donc current user, ça me retourne le user courant. Donc c'est moi. Donc je suis l'user à l'ID 1 avec l'email suivant qui a été créé à et qui a été updaté à. D'accord? Donc là, je vais enlever mon exit. Voilà. Donc, comment est-ce que... quelle est l'action qui est appelée lorsque je crée mon poste?
Create, exactement. Donc là, vous voyez, quand on est sur la page du formulaire ici, donc dans New Post, on est sur quelle action? Ici, là, on est sur New, d'accord? Donc New, c'est une page en get, d'accord? Celle qui va contenir le formulaire. New et Edit, c'est des pages qui vont contenir les formulaires, d'accord? Les formulaires qui vont nous permettre de créer et d'updater. En revanche, New et Edit vont rediriger, vont appeler en post les méthodes update et create, ok? Donc moi ici, pour associer mon post à mon user, je vais simplement faire... Alors, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs façons de le faire, d'accord? Donc, ici, je pourrais simplement faire... Alors, ici, dans New, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un currentuser.post.new. D'accord? C'est complexe, ça, ou pas? Ça appelle deux méthodes, c'est ça? En fait, là, si vous voulez, j'instancie ma méthode, j'instancie ma classe post à partir du current-user. C'est compliqué comme syntaxe, ça, ou pas? Ouais, un peu? Bon, il y en a pour qui ça l'est, donc je vais l'enlever, d'accord? Là, on va rester comme ça, on va rester sur post.new. Simplement, on va se le faire dans la création. Donc, dans la création, ici, je pourrais très bien faire un current-user.post.new, d'accord? Mais si ça paraît un peu complexe, ça, vous le verrez par la suite. Mais là, en fait, pour associer un user, pardon, à mon post, je peux simplement faire @post.user. Donc là, mon champ base de données, c'est user ID. Pourtant, j'ai accès à la méthode user sur post. Pourquoi? Parce que j'ai spécifié qu'un post appartenait à un user, d'accord? Donc là, mon @post.user, je peux simplement lui passer un current user, d'accord? Donc en faisant ça, je définis le user de mon post comme étant l'utilisateur courant. Ça va pour vous, ça, ou pas? Ouais? Donc là, je retourne sur mon new post. Title de mon troisième post. Son contenu. Et là, je crée. Donc là, qu'est-ce qu'on me dit? Undefined method. Ok, pardon. C'est parce qu'au lieu de mettre le post.new, j'ai laissé le current user. Mais j'aurais pu mettre... Donc ça, juste vous montrer quelque chose. Vous voyez ces deux lignes-là? Ces deux lignes-là, c'est l'équivalent de @post est égal current user.post.new post params, ok? C'est l'équivalent. C'est la même chose. Sauf que dans un cas, je le fais en une ligne. Dans l'autre cas, je le fais en deux lignes. D'accord? Je laisse celle-là parce qu'elle est plus compréhensible pour certains. D'accord? Donc là, je réactualise ma page. Donc là, undefined method user for post. Did you mean user ID? Ça, c'est pas normal. Alors, pourquoi est-ce que mon post n'a pas de méthode user? Pourtant, dans modèle post... Ah bah oui, j'ai mis un post belongs to post. Donc c'est post belongs to user, pardon. Donc là, je reviens en arrière, je crée mon post. Et là, c'est bon. Donc là, vous voyez, je suis sur le show, l'action show de mon post. Donc encore une fois, index, ça va répertorier tous les éléments. Là, l'action show, c'est pour un seul élément. Donc j'ai bien mon title et mon content. D'accord? Moi, maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais vouloir afficher l'email du user qui a créé ce post. D'accord? Donc là, je me rends sur la vue show de mon post. Et je vais me rajouter un troisième élément qui correspond au user. Donc, à votre avis, comment est-ce que j'affiche l'email de mon user ici? Depuis @post. Comment est-ce que j'affiche l'email de mon user? Pardon? C'est pas un getter, non? C'est pas un getter. Alors là, on a déjà les getters qui ont été créés. Donc là, il suffit simplement qu'on fasse un... Pardon? Exactement. @post.user.email. D'accord? Et je peux même faire autre chose. Ce que je peux faire, c'est que je peux aller dans mon post contrôleur.
Donc là, vous voyez, mon show, on dirait qu'il n'a pas de add post de défini, sauf que s'il en a un, il se définit dans son buffer action, d'accord? Donc ça se fait dans cette post, ici. Donc là, dans mon action, j'ai bien le add post qui est défini. Donc ici, dans mon show, je vais faire add user est égal add post.user. Donc là, j'ai une deuxième variable globale qui est définie, elle s'appelle addUser, et je vais pouvoir la réutiliser dans ma vue. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais être capable de faire maintenant ici, plutôt que de faire addPost.user.email? Exactement. addUser.email. Donc là, je réactualise ma page, et j'ai bien le title, le contenu, et l'email du user en question. D'accord? Donc là, je fais un back, je reviens ici, et là, vous savez quoi? Sur mon index, donc sur post index.html.erb, ici, je vais rajouter un champ. Donc plutôt que ce soit content, je vais l'appeler user. Et ici, je vais rajouter mon user.email. Donc là, vous allez voir, je vais avoir une erreur. Pourquoi? Ça me dit undefined method email for nil class. En gros, ça veut dire que user. Une classe pour user. Pardon? C'est pas avoir une classe pour user ou pour email. Alors, en fait, c'est ça. Le problème, c'est quoi ici? C'est que j'ai des posts qui ont été créés avant la création de mes users, d'accord? Donc, j'ai des posts qui n'ont pas de user. Ok? J'ai mes posts qui n'ont pas de user. Mes deux premiers posts, ils n'ont pas de user. Il n'y a que mon troisième post qui en a un. Et là, je lui demande d'accéder dans la boucle à l'email du user à qui appartient le post. Mais tous les posts n'ont pas de user. Comment est-ce que je fais pour éviter ce cas-là? Imaginons que je le fasse pas dès le début. Comment est-ce que je peux faire pour régler le problème là? Avec une condition. Exactement, Daniel. Avec une condition. Donc ici, je peux simplement faire une condition qui dit quoi? Ah, si le user est défini. Alors, c'est ça. Donc, if post.user. Alors, j'affiche mon email. D'accord? Donc là, j'ai mis if post.user. La vérité, c'est que moi, je préfère être encore plus précis. Je préfère utiliser present. Donc, if post.user.present avec un point d'interrogation. Alors, j'affiche email du user. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. Hein. Moi, c'est par sécurité. Quelquefois, present, c'est bien de le mettre. Donc là, j'actualise. Et vous voyez, j'ai bien un email pour mon user. Donc ça a décalé les colonnes pour ceux qui ne l'avaient pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un else ici. Donc je vais faire un tac, tac, tac. Else. Et je vais remplacer mon email par unknown, qui veut dire inconnu en anglais. Voilà. C'est assez clair comme explication ou pas? Donc là, rapidement, on va se faire un tour. Donc là, vous voyez, j'ai pas mis un path ici. Je sais pas si vous avez vu, j'ai directement mis le post. Vous voyez ou pas? Link to show. Ici, j'ai directement mis le post. En fait, là, link to, il comprend tout simplement qu'on veut rediriger vers l'action show de cette ressource. Donc là, il va directement aller chercher l'action show d'un contrôleur qui s'appelle post avec l'ID de l'objet qui lui est passé. D'accord? Ça paraît complexe comme ça, mais en vérité, ça vous simplifie le travail. Plutôt que de devoir passer une route directement. Alors, on pourrait directement passer la route. La route, je la connais, elle s'appelle post path. Et passer à l'intérieur le post ou le post.id si c'est plus compréhensible pour vous.
mais Rails nous prémâche le travail, d'accord? Donc c'est l'équivalent en fait. Ici, je mets directement un lien vers la ressource. Donc là, ici, j'ai le lien qui permet d'éditer le post, d'accord? Donc l'édition, encore une fois, ce n'est pas l'action qui va mettre à jour en base de données, c'est l'action qui va contenir le formulaire. Et ici, j'ai le destroy, d'accord? Petite spécificité pour le destroy, Maxime, c'est la méthode delete, d'accord? Donc voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus claires pour vous là? Ouais? Là, je vais vous mettre un petit bonus. Je vais vous mettre la déconnexion de device. Donc là, vous tapez simplement raise logout device. Donc ici, vous voyez, là, c'est dans le wiki de device. Donc souvent, vous allez voir dans les librairies que vous allez utiliser, pas seulement Rails, hein, vous avez un wiki qui est associé au projet. Donc là, ici, vous avez un how to add sign in, sign out and sign up links to your layout template. Donc ici, vous pouvez voir qu'on a un logout. Donc on peut simplement récupérer cette ligne-là. D'accord? Ici, donc, ça fait quoi? Ici, ça dit, si le user est connecté, alors on lui permet de se déconnecter. D'accord? Si ce n'est pas le cas, on lui met un lien qui lui permet de se connecter. Donc ça, vous pouvez simplement le copier. Et vous pouvez vous le mettre dans le footer de votre application. D'accord? Donc là, ça fait un peu gros donc pour l'application, pour le layout. Donc on va se le mettre dans un... Dans un quoi? Ouais, mais il s'appelle comment le type de fichier qu'on rend depuis render? Les layouts, Non, les layers, un partial. Un partial. Ok? Donc là, on va utiliser render, exactement. Et on va chercher layout slash... allez, on va appeler ça device. Je suis pas très inspiré, donc on appelle ça device. Allez, device links. C'est déjà plus explicite. Et là, ici, je vais créer device underscore links.html.erb. Tac, tac, tac. Ok, lui il trouve pas device links. Pour quelle raison? Pourquoi est-ce qu'il trouve pas mon device links lui? Pourtant je l'ai créé, hein. Hein? J'ai pas compris. pas global. On l'a mis dans l'application HTML au-dessus de l'IE ou pas? Non, juste en dessous. Pourtant je l'ai bien créé, vous voyez, il est là. Device links. Pardon? Il n'y a pas de underscore, là. Exactement. Je réactualise. Et là ça fonctionne. Donc là j'ai bien mon logout juste ici. Donc à l'image de votre intranet, pour faire des margines, on va mettre des BR. On va actualiser. Et ici on a bien le lien logout. D'accord? Ici maintenant, vu que je suis logout, j'ai bien le lien login. Là je peux me réauthentifier. Etc. Etc. Voilà tout. Je vous mets ce petit projet sur GitHub ou pas? Ouais. Ça vous a aidé ou vous aimeriez qu'on voie plus de choses là? Dites-moi. Non, faut prendre un ticket, je pense. Pardon? Faut pas cliquer, je pense. Ah, j'ai compris, faut prendre un ticket. Pas plus de questions? Non, Oui. bah, après, c'est une question de tout à l'heure. Ok, ça marche. Moi, j'ai pas assez de voir dans ce cas-là. Un diagramme par rapport à un petit schéma, d'accord. Je vais en prendre un qui est bien.
Celui-là, il est bien. J'aurais pu le regarder en amont et vous faire un schéma comme si c'était moi qui l'avais créé, mais on va rester authentique. Donc là, ici, vous voyez, vous avez le routeur de Rails. À votre avis, le Rails router, il correspond à quel fichier? Voilà, vous pouvez faire. C'est ça, exactement. Il correspond à route.rb. Donc c'est ici qu'on va définir toutes vos routes, d'accord? Donc vos routes, elles sont composées de quoi? Là-dessus. Et de vos routes, souvent vous verrez qu'elles sont composées d'un contrôleur et d'une action, d'accord? Vous l'avez vu, quand on s'est fait la route pour l'index, on avait mis home euh, dièse index, d'accord? Pour dire, définis-moi la page d'accueil comme étant le contrôleur home et son action index. Ok? Donc qu'est-ce qui se passe? Quand on fait ça, ça génère une route. Donc ça génère un helper, d'accord, qui vous aide dans vos vues à faire des liens. Donc vous allez pouvoir faire link to route pass, par exemple. Donc le route pass, c'est la page d'accueil. Vous avez post pass pour la page de tous les posts. Vous avez edit post pour la page d'édition des posts. Ok? Donc là, bref, vous avez le routeur de Rails qui définit un contrôleur et une action. Donc, arrivé au contrôleur, le contrôleur définit un contrôleur, le routeur pardon, définit un contrôleur et une action. Donc, ça va aller chercher la vue correspondante, d'accord? La vue correspondante, ça va être le dossier views, puis dans le dossier du même nom que le contrôleur, et le fichier du même nom que l'action. Donc, si ça avait été le contrôleur home avec l'action index, ça aurait été quel dossier? Le dossier home avec le fichier index. D'accord? Oui. Ici, vous voyez, on a un dernier élément. Donc MVC, hein, modèle, vue, contrôleur. Le contrôleur, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est dedans qu'on met des instances de classe. D'accord? Donc comme addPost est égal post.all. D'accord? Ces post.all, on va les chercher depuis la base de données. Et le post, c'est le nom de la classe du modèle correspondant. Ok? C'est à quel niveau qui se passe les factories? Les factories? Ouais. Comment C'est un modèle. Alors les factories, si tu veux, on les utilise pas vraiment. Si tu veux, les factories là, c'est vraiment propre au spec. C'est pour créer des fausses données. En fait, c'est plus un helper pour tes specs. Une sorte de truc pour tes specs, c'est ça. Donc c'est pas propre à l'application Ruby on Rails. C'est quelque chose qu'il faut que vous reteniez, c'est vraiment ça. Modèle, vue et contrôleur. Et c'est dans les modèles qu'on a défini quoi? C'est dans les modèles qu'on a défini qu'un user avait plusieurs postes et qu'un poste appartenait à... Maxime il est devant mais il est pas là. J'avoue ça va? Ouais, c'est trop facile. Les migraines, tu me dis. Les migrations, c'est simplement des choses qu'on fait dans le terminal, d'accord? Donc les migrations, elles vont venir alimenter le modèle. D'accord? Elles vont venir alimenter la base de données. En fait, les migrates, ils sont propres à la base de données, d'accord? Les migrations, elles sont propres à la base de données. C'est un peu plus clair pour vous ou pas? Posez des questions si vous en avez, hein, ça va m'aider à éclaircir ce que je suis en train de dire. Les migraines, tu ne touches pas les fichiers migraines? Alors les fichiers de migration, si, on peut les modifier. Après, les migrations, elles sont vraiment... Enfin, c'est plus ce qui se fait en back-end, on va dire. Les migrates, c'est ce qui nous aide à dire que dans la base de données, on va avoir une table user avec le champ email, etc. etc. C'est clair comme explication ou pas? Là, je sens que ça fait un peu long et que j'en ai perdu beaucoup.
Ouais. Tu dormais déjà il y a une demi-heure. Hein. Bon, je vous laisse pratiquer un peu et on se refait une explication quand tout le monde a repris des forces.